La méthode des étiquettes rouges est réputée être une pratique centrale dans la phase seiri ou tri de la méthode 5S. Dans cet épisode, je discute les avantages et inconvénients de l'usage habituel des étiquettes rouges dans les chantiers 5S, puis je vous propose une variante plus robuste, un peu plus professionnelle. Je suis Christian Oman, cadre opérationnel de l'industrie, passé au conseil, auteur, blogueur et youtubeur. La méthode des étiquettes rouges consiste à identifier, marquer puis éliminer les objets, outils ou matériaux inutiles ou rarement utilisés dans un espace de travail ou dans un périmètre donné. La première étape de cette méthode consiste à identifier les objets superflus, rarement utilisés ou totalement inutiles. Pour ce faire, les membres de l'équipe qui mène ce chantier 5S passent en revue tous les éléments présents sur le poste de travail et dans l'environnement immédiat. Chaque objet jugé inutile ou douteux sur son utilité se voit apposer une étiquette rouge précisant, pour les étiquettes basiques, le nom de l'objet, son emplacement d'origine, la date de cet étiquetage en rouge, la raison de l'étiquetage, soit inutile, en surplus, usage peu fréquent, détérioré ou à confirmer lorsque le cas est douteux. Et finalement le nom de la personne ayant placé l'étiquette, ceci pour pouvoir revenir vers elle s'il faut des renseignements complémentaires ou des explications. Les objets étiquetés en rouge peuvent être déplacés vers une zone temporaire dédiée pour l'évaluation ou une confirmation de leur statut ultérieurement. C'est une zone d'attente de décision. Ces objets, si leur utilité est douteuse, peuvent également être laissés à leur place, ceci dans le cas où le titulaire du poste n'est pas présent lors de l'étiquetage et que l'on ne veut pas risquer de le priver de quelque chose de finalement nécessaire ou même d'utile pour son travail. Une fois la décision finale rendue, après le temps nécessaire pour vérifier la validité de l'étiquetage en rouge, les objets sont éliminés, revendus ou donnés, recyclés, réaffectés à un autre poste ou remis dans un pot commun. L'exemple typique de la remise au pot sont les outillages électroportatifs que l'on peut trouver en double ou en triple, et que l'on remet à disposition d'un magasin d'outillage en interne. Quels sont les avantages de la méthode des étiquettes rouges ? Grâce aux étiquettes rouges, on peut procéder à une identification des suspects sans nécessairement connaître l'environnement, le poste de travail ou l'usage des différents objets. On diffère la décision de se débarrasser des objets en émettant des hypothèses sur leur utilité et seulement après validation, on élimine. C'est donc un acte réfléchi. La meilleure approche consiste néanmoins à intégrer les titulaires du poste dans l'opération, ne serait-ce que pour ne pas les déposséder de leurs biens et des décisions qui concernent leur poste, ni de les déresponsabiliser, les démotiver. Les étiquettes rouges sont un support visuel repérable, elles doivent attirer l'attention. Les étiquettes rouges rendent visible ce qui doit être traité, favorisant la transparence dans la gestion des différents cas. Ces étiquettes et leur gestion appellent à la création et à l'utilisation d'un processus formalisé de décision et par conséquent une certaine rigueur dans l'approche. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Vous pourrez toujours vous désabonner si finalement mes publications ne vous intéressent pas. Mettez également un pouce levé d'encouragement, vous pourrez l'enlever à la fin de cette vidéo si vous pensez que finalement elle ne le mérite pas. Mais en faisant cela maintenant, vous n'oublierez pas de le faire juste avant de quitter. Merci. Quels sont les inconvénients de la méthode des étiquettes rouges ? L'étiquetage peut présenter un inconvénient à l'usage de l'objet tant que son statut n'est pas clarifié. Imaginez utiliser une pince à laquelle pendouille une étiquette, ce n'est probablement pas le plus pratique. Les étiquettes peuvent se perdre, rendues illisibles ou même être volontairement éliminées. Le recours aux étiquettes rouges introduit un délai nécessaire à la clarification des statuts. Cette méthode requiert de la rigueur de gestion des étiquettes. Sans cette rigueur, la méthode perd son intérêt. Et la zone d'attente de décision ne doit pas devenir un dépotoir provisoire qui dure, ni une brocante en libre service. Il faut donc également gérer cette zone. Et j'ajouterais que les étiquettes rouges n'empêchent pas les jugements subjectifs et mal informés qui peuvent entraîner une élimination à tort de certains objets finalement utiles.
Dans le préambule de cet épisode, j'ai mentionné l'usage habituel de la méthode qui est, selon mon expérience, le plus souvent maladroit et irréfléchi. La plupart des essais que j'ai pu voir étaient une application telle quelle de cette méthode d'étiquetage sans que les initiateurs ne se demandent à minima combien d'étiquettes sont posées, donc combien faut-il en retrouver, où sont-elles posées lorsque le périmètre est étendu, comment conserver les informations afin qu'elles ne restent pas que sur l'étiquette qui, elle, peut se perdre. Par conséquent, on ne peut pas faire de bilan, tant d'étiquettes posées, tant d'objets éliminés ou redistribués, quelle est leur distribution géographique dans le périmètre, etc. S'il n'est pas interdit d'adopter une méthode existante, il n'est pas non plus interdit de réfléchir par soi-même à sa mise en œuvre et à son adaptation au contexte. Or, le plus souvent, les personnes avec peu d'expérience se lancent en copiant-collant la méthode. C'est une application sans réflexion d'une recette. Par ailleurs, les étiquettes rouges, et je précise les étiquettes basiques, ne ciblent le plus souvent que les objets qui encombrent l'espace. Qu'en est-il des situations à risque que l'on rencontre, celles qui nécessitent des travaux urgents et importants? Qu'en est-il des détériorations auxquelles il faut remédier? Là encore, une application mécanique de la méthode des étiquettes rouges telle qu'elle est généralement décrite n'apportera pas de réponse. J'émets un commentaire modérateur. On trouve chez certains fournisseurs spécialisés des étiquettes un peu plus élaborées qui proposent davantage de champs à remplir et de ce fait incitent à une gestion plus rigoureuse. Voici un exemple d'étiquette que l'on trouve sur Amazon. On peut également trouver des Red Tag Trackers, des tableaux qui aident à la gestion des étiquettes une fois qu'elles sont posées. La variante que je vous propose se veut plus robuste en ce sens qu'elle prévient les maladresses citées précédemment et elle prend en compte davantage de dysfonctionnements ou de points d'amélioration que simplement le tri des objets au poste de travail. Cette variante se base également sur des étiquettes, mais ces étiquettes sont systématiquement en deux parties jumelles et pour celles que j'utilisais de couleurs différentes en fonction de la nature du dysfonctionnement ou de l'opportunité d'amélioration relevée. Nos étiquettes rouges, celles qui doivent attirer l'attention, étaient réservées aux situations dangereuses et à tous les sujets relevant de la sécurité pour les personnels. L'anatomie de l'étiquette est la suivante: un œillet central en métal pour assurer la bonne tenue et la résistance à l'arrachement, une ficelle en boucle ouverte pour attacher l'étiquette là où le point problématique se trouve, ensuite l'intitulé imprimé, ici sécurité, un champ nom qui est en fait la désignation, le nom significatif de la chose, comme par exemple vanne de purge, bouton d'arrêt d'urgence ou disjoncteur, un numéro ordinal d'étiquette, la date d'apposition de cette étiquette, la désignation de la machine ou du lieu où on va poser cette étiquette, et enfin une description de l'anomalie. Dans la seconde moitié de l'étiquette, on retrouve exactement les mêmes champs avec une séparation en pointillés là où on va couper l'étiquette. La partie supérieure reste sur les lieux, la moitié inférieure est confiée au gestionnaire du plan d'action. La même étiquette en jaune est destinée au service maintenance et ou méthode. L'étiquette version bleue est réservée aux problèmes électriques qui nécessitent des personnels habilités pour y remédier. Et finalement des étiquettes vertes qui portent à peu de choses près les mêmes indications mais sont réservées aux actions qu'un opérateur sera chargé d'améliorer. Pourquoi ces différentes couleurs? Pour un repérage visuel facilité, tant dans l'environnement de travail, le périmètre assigné au groupe, que sur le tableau qui regroupe les différents talons ou doubles des étiquettes. Les intervenants peuvent ensuite venir sur zone et à l'aide des talons et du code couleur, localiser facilement l'objet et l'endroit de leur intervention. Je m'empresse de préciser que ces étiquettes étaient essentiellement utilisées dans les années 2000 à 2010, les smartphones étaient encore hors de prix et pas si courants, Excel était le moyen de numérisation populaire le plus avancé alors, pas d'appli, pas ou guère d'appareils photo dignes de ce nom intégrés dans les téléphones. Évidemment, en 2025, cette manière de procéder sonne très vintage, mais cela fonctionne sans batterie et sans Wi-Fi.
Retour à nos étiquettes vintage, le numéro d'étiquette, ce numéro ordinal, est important car il permet de vérifier combien d'étiquettes ont été placées et par conséquent combien il faut en vérifier périodiquement. Aucune étiquette ne devrait ainsi être oubliée lors des interventions et des relevés. La mention de la localisation permet de les retrouver, de rechercher les étiquettes manquantes et éventuellement comprendre comment et où ont disparu celles qui restent introuvables. En complément, on peut s'aider d'un plan de masse de la zone ou du périmètre et y reporter les numéros d'étiquette. Cette visualisation sur plan peut révéler des accumulations d'objets à l'utilité incertaine à certains endroits qui sont privilégiés entre guillemets et faciliter l'analyse des causes de ces accumulations. Ou encore une concentration de dysfonctionnement à certains endroits. Dans un tel cas, l'analyse complémentaire peut mettre à jour des problèmes plus profonds et peu apparents. À la fin de la phase étiquetage, les talons d'étiquette sont regroupés et je recommande de faire pour chaque étiquette une rapide analyse urgence-importance, ce qui permet d'établir les priorités et de les reporter dans le plan d'action. Les acteurs ou services concernés peuvent ensuite consulter le tableau pour y voir les tâches urgentes et importantes, où ces urgences et importances d'intervention sont débattues avant d'être assignées, par exemple lors des points quotidiens. Vous aurez remarqué que ces étiquettes ne se focalisent pas spécifiquement sur du tri-rangement 5S, mais on peut également les utiliser pour cela bien entendu. Ces étiquettes sont plus ouvertes entre guillemets sur différents cas d'emploi et peuvent également servir à des chantiers Kaizen par exemple. Le lien avec le plan d'action et la gestion des étiquettes individuelles par leur numéro renforce la rigueur et l'organisation des actions, assure une exécution plus exhaustive et en fonction des priorités. C'est à mon avis plus robuste et plus professionnel que la méthode des étiquettes rouges telle qu'elle est présentée habituellement. Pour la conclusion, dites-moi en commentaire si vous partagez mon avis quant à cette variante. Vous êtes bienvenu d'apporter votre témoignage et retour d'expérience avec des méthodes d'étiquette. Il serait également intéressant de savoir comment font celles et ceux d'entre vous qui utilisent des solutions numériques ou des apps spécialisées. Je vous rappelle que j'ai investi une part significative de mon temps personnel précieux pour réaliser et vous offrir cette vidéo. Par conséquent, si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, faites-le savoir d'un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Vous pourrez toujours vous désabonner si finalement cet abonnement ne présente pas l'intérêt que vous escomptiez. Voyez le descriptif de cette vidéo pour les liens vers mon site web, mes blogs, mes livres ou mon profil LinkedIn. Je vous remercie pour votre intérêt et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.